Pascal Boniface, rebonjour, vous êtes avec nous toujours pour livrer votre analyse. Je le rappelle, vous êtes géopolitologue et fondateur, directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On vient de voir à l'instant ces images en direct de Londres. Ce sommet à Londres pour Volodymyr Zelensky, c'est un petit peu le rendez-vous de la dernière chance. Oui, effectivement, là, il sera entouré de gens qui le soutiennent, de gens qui estiment qu'il n'est pas un dictateur, mais le président élu, et le président d'un pays qui a été agressé et qui n'a pas lancé la guerre. Donc, il va avoir vraiment un accueil chaleureux, d'autant plus chaleureux qu'il a été mis dans la lessiveuse lorsqu'il a été à Washington. Et pour Keir Starmer, c'est important parce qu'il revient dans le centre du jeu. Il est quand même en difficulté sur le plan de la politique intérieure. Le Brexit a fait son effet, et donc là, il est considéré comme un véritable Européen. Les Français, les Allemands comptent sur lui. On sait très bien que, en matière de défense, on ne peut pas se passer du Royaume-Uni au niveau européen. Et le fait qu'il y ait eu le Brexit n'empêche pas le Royaume-Uni d'être un acteur important de l'équation par rapport à l'Ukraine. Et donc, c'est un moment important. De même, d'ailleurs, pour le président Macron, qui est lui aussi en difficulté sur le plan intérieur, l'international lui permet un peu de redorer son blason, de lui donner une place importante. On attend le chancelier allemand, parce que là, effectivement, le chancelier Scholz est en fin de parcours, mais le nouveau chancelier allemand, M. Merz, a déclaré, avant même cet incident à Washington, qu'il fallait parler d'indépendance par rapport aux États-Unis, ce qui, dans la bouche d'un chrétien démocrate allemand, est tout à fait révolutionnaire également. Donc, en fait, là, les trois chefs d'État et de gouvernement allemands, français et britanniques ont un rôle important, et effectivement de donner des garanties, de rassurer Zelensky, de montrer qu'il n'est pas complètement isolé. Keir Starmer et Emmanuel Macron étaient à Washington cette semaine et ils n'ont pas reçu le même accueil que Volodymyr Zelensky hier soir. On va revoir une de ces séquences diplomatiques complètement hallucinantes, lorsque Donald Trump dit à Volodymyr Zelensky qu'il n'a pas les cartes en main. Je ne pense pas que vous seriez un dur sans les États-Unis, et votre peuple est très courageux. Mais soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Et si nous nous retirons, vous allez en découdre. Je ne pense pas que ça soit joli. Mais vous vous battrez, mais vous n'avez même pas les cartes en main. Les États-Unis ont lâché officiellement l'Ukraine, on peut le dire. Oui, enfin, c'était déjà avant, c'était inscrit dans le discours de Trump. Il l'avait dit pendant la campagne, une fois encore. On ne doit pas être surpris. Il le dit de façon très brutale, de façon très grossière. Ceci étant, c'est la vérité. Zelensky n'a pas les cartes en main. Il dépend de l'aide de puissances extérieures, puisque seul contre la Russie, un pays de 30 millions d'habitants désormais contre 145 millions, il ne joue pas à armes égales contre la Russie. Donc en fait, sans l'aide des autres pays, effectivement, il n'a pas les cartes en main. Il dépend de l'aide extérieure. Et d'où sa maladresse de défier un peu Trump, connaissant à la fois le besoin qu'il a de l'aide américaine et surtout le tempérament égotique et narcissique de Trump. La carte européenne, c'est donc la seule carte en main dans les mains de Volodymyr Zelensky. L'Europe qui fait bloc derrière l'Ukraine, l'Europe qui est vraiment unie et on va dire presque totalement unie, puisque l'Italie peut faire un peu figure de dissidente. Donc la seule option pour l'Ukraine, c'est l'Europe. Oui, effectivement. Alors l'Italie fait figure de dissidente parce qu'on connaît, disons, la vocation de Madame Meloni d'être pro-Trump. Sauf que là, quand même, si les États-Unis veulent taxer les produits européens à 25%, ça va aussi toucher l'Italie. Donc elle doit aussi réaliser que ce n'est pas aussi idyllique que cela. Alors il y a bien sûr l'exception hongroise habituelle, mais sinon tous les pays européens se disent que ils ont trop aidé l'Ukraine pour la laisser tomber maintenant. Et puis c'est peut-être justement le moment européen. C'est-à-dire que les Européens se sentent eux aussi lâchés par Trump. Donc c'est l'OTAN qui est remis en cause par Trump. C'est l'idée d'un camp occidental qui est remis en cause par Trump. Donc Trump n'a pas seulement lâché l'Ukraine, il a également lâché les pays européens. Et avant même le lâchage ukrainien, les pays européens se disaient qu'avec Trump au pouvoir, il fallait réfléchir différemment la conception de leur sécurité et la conception de leur défense, et qu'on ne pouvait plus compter sur la garantie américaine. Le pacte atlantique, qui a 80 ans bientôt, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale est remis en cause. Parce que Trump se moque de l'ONU, se moque du droit international, mais il se moque également de l'Alliance qui doit normalement fournir une sécurité au cas où le droit international ne fournit pas la sécurité. Donc c'est une remise en cause totale de ce en quoi tous les Européens occidentaux ont cru depuis près de 80 ans. Donald Trump donne le tempo finalement à l'Europe. Il faut suivre le rythme. Oui, parce que c'est le président de la première puissance mondiale, de la première garantie pour les Européens. Et pendant très longtemps,
on a confié notre sécurité aux États-Unis. Alors, il y avait des débats en Europe. Certains, la position française depuis très longtemps, depuis De Gaulle, suivie par Mitterrand, par Chirac, reprise peut-être de façon moins vibrante par Macron, c'est de dire nous devons travailler à une souveraineté européenne, à une autonomie stratégique européenne. Et la plupart des autres pays européens disaient non, ce n'est pas la peine, on a les États-Unis, ce n'est pas la peine de s'organiser, ça va concurrencer l'OTAN. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues aussi disaient la stratégie, l'autonomie stratégique européenne, c'est une chimère, il ne faut pas aller vers cela. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a pas le choix, puisque nous sommes lâchés par les Américains. Donc on peut mendier, on peut supplier Trump pendant 4 ans, ça ne changera pas. Et il n'est pas certain que d'ici 4 ans, il y ait de nouveau un président démocrate, atlantiste qui revienne. Si c'est J.D. Vance qui lui succède, ça sera pareil. Donc oui, il est vraiment, là on n'a plus le choix. Tous ceux qui disaient que l'autonomie stratégique européenne était une chimère, qu'il ne fallait pas tenter, sont obligés d'admettre aujourd'hui que c'est la seule voie possible. On va revenir sur les réactions du côté européen et notamment celle d'Emmanuel Macron qui déclarait hier soir: s'il y a une seule personne qu'on a tous entendu nous menacer, d'ailleurs du nucléaire, qui joue à la 3e guerre mondiale, il ne faut pas aller la chercher du côté de Kiev, mais plutôt du côté de Moscou. Donc si quelqu'un joue à la 3e guerre mondiale, c'est bien Vladimir Poutine. Emmanuel Macron qui était à Washington lundi dernier, est-ce qu'il a failli, parce que quand on voit le résultat d'hier, cet échec cuisant, est-ce qu'il est un peu responsable ? Il n'est pas responsable parce que disons, on savait que Trump, alors peut-être qu'il a il a insisté pour que Trump reçoive Zelensky, peut-être Donald Trump qu'il ne voulait pas au départ. Peut-être qu'il a mieux valu mais ceci étant, c'était quand même inscrit la fin de l'aide américaine à l'Ukraine. Elle était mise en scène de façon spectaculaire et humiliante pour l'Ukraine, mais elle était dans le programme de Trump, c'était sa décision. J.D. Vance est encore plus décidé. J.D. Vance avait dit que l'Ukraine c'était pas son problème. Donc en fait, le couple président-vice-président est vraiment raccord pour dire que l'Ukraine n'est pas leur problème, qu'ils ne vont plus dépenser un seul dollar pour l'Ukraine. Donc ça a précipité les choses, mais le résultat aurait été le même. Disons que Macron compte beaucoup sur son pouvoir de séduction pour arranger les choses, une sorte de relation spéciale qu'il entretient avec Trump depuis le premier mandat respectif de l'un et de l'autre. Mais en fait, Trump est complètement insensible à tout cela, et ni le Premier ministre britannique, ni le président français, ni le chancelier allemand ne le feront changer d'avis. Parce que il a, bien sûr, il est fantasque, bien sûr, il est répulsif, bien sûr, il est grossier, mais il a un programme. Et son programme, il l'applique. Et en fait, disons que tout ce qu'il a promis, il l'applique en ce moment. Alors d'habitude, on se dit, les hommes politiques font des promesses pendant la campagne et après ne tiennent pas. Trump est en train de mettre en application ce qu'il avait promis au cours de la campagne électorale. Il a un programme, certes, mais sur le dossier ukrainien, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui souffle dans l'oreille de Donald Trump? Si on regarde la réaction à présent de François Hollande, qui décrit cette altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky de scène obscène de télé-réalité, et qui ajoute: si Donald Trump dans le bureau ovale parlait, c'est Vladimir Poutine qui était son souffleur. A-t-il raison? Alors non, il n'est pas sous influence de Poutine, il suit ses intérêts. Il pense qu'il a un intérêt à passer un pacte avec Poutine parce que la Russie peut être un partenaire, qu'il tente, je ne sais pas s'il y parviendra, je ne crois pas, mais qu'il tente de la séparer de la Chine, parce que la Chine, c'est vraiment l'obsession de Trump comme de tous les présidents américains, et qu'il pense que quand on est dans une relation triangulaire, celui qui gagne, c'est celui qui a des rapports avec les deux autres angles du triangle, à savoir, là, pour l'instant, Pékin et Moscou, et pour l'instant, ceux qui ont des rapports avec les deux angles, c'est la Chine, et pas les États-Unis. Donc il veut revenir à une situation qui était celle de Nixon et Kissinger, qui parlaient à la fois à Moscou et à Pékin, pendant que les autres ne se parlaient pas. Je pense qu'il n'y arrivera pas, mais c'est son programme. Et puis il pense que la Russie est un partenaire économique. Et puis surtout, il n'a aucun respect pour le droit international. Seule la puissance compte. Pour lui, le droit international est juste une entrave à la souveraineté américaine. Donc le fait que Poutine ait gravement violé le droit international n'est pas un problème pour lui. Donc il n'est pas sous influence de Poutine. Il a son programme à lui, sauf que son programme correspond exactement aux intérêts de Poutine. Ça, c'est réel. Pourtant, il reprend des arguments du Kremlin, notamment quand il a accusé Volodymyr Zelensky d'être un dictateur, de ne pas avoir été élu avec des élections démocratiques. Il y a quand même des éléments de langage que l'on retrouve. De dire que c'est Zelensky qui a commencé la guerre, alors que c'est historiquement, factuellement faux. Mais ça, il prend ses arguments juste pour mettre en difficulté. Il ne prend pas ses arguments parce que ce sont ceux de Poutine, il les prend pour mettre en difficulté Zelensky, pour, disons, affaiblir Zelensky avant de lui porter les stockades.
En tout cas, on le disait tout à l'heure, Donald Trump mène la danse. On va regarder ce message maintenant de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui lui appelle l'Europe à passer des paroles aux actes. Demain, donc, il y a une réunion, un sommet à Londres avec une quinzaine de dirigeants européens. On l'a dit tout à l'heure, Volodymyr Zelensky en fera partie. Il est arrivé en début d'après-midi à Londres. Il sera reçu en fin d'après-midi par Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Qu'attendre de ce sommet ? Des promesses d'aide, des promesses concrètes en termes de matériel militaire, certainement en termes économiques. Tous les pays européens décident d'augmenter leurs dépenses militaires dans des proportions extrêmement importantes. Et donc, il y aura certainement des engagements pris. Il ne faut pas uniquement des paroles. Il faudra dire quel type de matériel pourront être livrés à l'Ukraine. Mais surtout, il faut aussi, je pense, définir des buts de guerre qui, pour l'instant, restent non définis. Et donc, si on veut mettre fin à cette guerre, il faut savoir à quelles conditions on peut y mettre fin. Tant qu'on ne peut pas continuer cette guerre sans savoir à quelles conditions on peut y mettre fin. Les conditions, elles peuvent être données dès demain ? C'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, il faut y réfléchir activement pour savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, mais surtout qu'est-ce qui est réalisable et pas irréalisable. Et par rapport, pendant trop longtemps, on a accepté de soutenir les buts de guerre de Zelensky alors que nous savions qu'ils étaient pas réalisables. Et c'était aussi une erreur des pays européens. Tous les militaires savaient que la reconquête des territoires perdus n'était pas réalisable. Et on a continué par objectif moral, par position politique, de dire que ces buts de guerre étaient ceux que nous soutenions. Donc nous avons soutenu des buts de guerre qui n'étaient pas réalisables. Trump le savait, lui. Trump a dit, c'est pas réalisable, j'arrête. Est-ce que le contact est rompu entre l'Europe et les États-Unis avec ce chamboulement, cet ordre mondial complètement explosé ? Il n'est pas rompu. En tous les cas, on va voir un match 2 lorsqu'on parlera de tarifs et des droits de douane sur les produits européens et comment en faire. Et là, heureusement, il y a une sorte d'unité européenne pour dire on va pas se laisser faire. Et si les États-Unis mettent des droits de douane excessifs, on répliquera. Mais donc non, le contact n'est pas rompu. Il y a toujours il y a un grave désaccord. Un désaccord profond sur la nature des relations internationales, sur la nature de la relation avec Moscou. Les États-Unis ont voté une résolution aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, avec la Russie contre les pays européens. C'est du jamais vu. Pendant très longtemps, en fait, les pays européens étaient plus enclins à parler avec la Russie, parce qu'on est sur le même continent, et c'est les États-Unis qui disent non, c'est un défi, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais il est passé complètement par-dessus la barrière, Trump. Lui, il veut passer un pacte avec Poutine, tandis que nous disons non, il n'est pas possible de parler avec Poutine, qui est un criminel de guerre, qui est un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui est émis contre lui. Donc, effectivement, on est complètement là, à front renversé. Jamais, on a parlé souvent des malentendus transatlantiques, des divergences entre Européens et Américains, mais là, c'est plus qu'une divergence. C'est, sur les questions de sécurité, un divorce profond. Mais on peut continuer à se parler après avoir divorcé. En effet, est-ce que l'Europe, vous l'avez dit, a priori, il n'y aura pas d'annonce de fait demain. Pourtant, le temps presse. Mais est-ce que l'Europe il y aura peut-être des annonces sur certains matériels fournis. Je pense que les Européens auront à cœur de dire qu'on ne signe pas un communiqué, mais on pourra mettre quelques éléments chiffrés. Pourtant, certains experts le disent, l'affirment. L'Europe de la défense, c'est maintenant. C'est tout de suite, maintenant. C'est maintenant qu'il faut la décider, mais ça prendra quand même plusieurs années, parce qu'il faut se mettre d'accord, peut-être créer un état-major commun. Et en fait, pendant très longtemps, on a empêché l'Union européenne de se doter de moyens de défense parce qu'il aurait été concurrentiel de l'OTAN, que ça aurait dupliqué les efforts de l'OTAN. Là, on voit bien maintenant que c'est en dehors de l'OTAN qu'il faut réfléchir à notre défense. La question du parapluie nucléaire qui est plus jamais d'actualité. Emmanuel Macron, Keir Starmer, il y a aussi le futur chancelier allemand qui fait appel à ce parapluie. Est-ce que l'Europe peut s'aligner sur cette question ? Alors pendant très longtemps, les Européens disaient nous on veut pas de la dissuasion nucléaire française, elle est trop petite, nous on veut une dissuasion nucléaire américaine, il y a que ça qui peut nous protéger. Et les tentatives de la France d'associer les pays européens ont été rejetées par les Européens. En fait, l'arme nucléaire française, elle protège le territoire français et les intérêts vitaux. Et donc les intérêts vitaux, on ne peut pas les définir à l'avance. Si on les définit, on sait ce qui est protégé, ce qui ne l'est pas, ce qui est un cadeau fait à un adversaire éventuel. Mais on peut penser que les pays membres de l'Union européenne font partie des intérêts vitaux de la France. La Russie, puissance nucléaire également, de son côté la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, là, pour le coup, cette question du partage de la dissuasion nucléaire ne se pose pas. Il y a une prolifération nucléaire qui court, effectivement. La question iranienne est très importante et aussi il faudra s'y attaquer puisque un accord a été rompu. Alors peut-être que Trump dira j'aurai un accord, moi, qui portera mon nom, donc qui sera bien meilleur que celui que cet incapable d'Obama a signé en 2015. Mais effectivement, la question nucléaire, elle est au centre. Si nous n'envoyons pas de troupes combattre aux côtés des Ukrainiens, c'est parce que la Russie a l'arme nucléaire.
En 99, nous avons envoyé des troupes pour combattre la Yougoslavie parce que la Yougoslavie n'avait pas l'arme nucléaire. Et donc, effectivement, le caractère nucléaire de la Russie est une protection. C'est à l'abri de sa force nucléaire qu'elle a pu attaquer l'Ukraine en sachant que nous ne ferions pas directement la guerre contre elle. Cette semaine, Keir Starmer a déclaré que le Royaume-Uni allait augmenter ses dépenses justement sur le volet militaire, sur l'armement. Est-ce que tout le monde, tous les pays européens doivent lui emboîter le pas ? Oui, mais peut-être pas dans les proportions. Quand j'entends dire qu'il faut 3,5% du PIB pour la défense, je ne sais pas où on va prendre l'argent. Si on emprunte, il faudra rembourser. Et on a quand même un problème de budget, on a un problème de finances publiques quand même. Donc il faut effectivement augmenter les dépenses, mais peut-être dans des proportions raisonnables, parce que finalement, quand même, le PIB de la Russie est 5 fois inférieur à celui des pays européens, même plus. Donc en fait, nous avons quand même nos défenses. Ce qu'il faut, c'est aussi peut-être rationaliser ces dépenses et créer des dépenses communes et non pas individuelles, et puis surtout muscler notre industrie de défense et ne pas uniquement acheter. Il serait un petit peu paradoxal qu'au moment où les Américains nous lâchent, notre premier réflexe serait d'acheter plus d'armes aux États-Unis. Ça serait vraiment là leur donner le beurre et l'argent du beurre. Et si on revient au cœur du sujet, au cœur de cette semaine, il était question d'une trêve assez rapide en Ukraine. Est-ce qu'elle est désormais possible, envisageable à court terme ? Voilà, la réponse est du côté de Moscou. Est-ce que les Russes vont arrêter leur offensive ? Pour l'instant, ils continuent. Et est-ce qu'il faudrait peut-être qu'il y ait, une fois encore, un dialogue direct entre Russes et Ukrainiens ? Sinon, ça va se régler entre Américains et Russes. Est-ce que c'est possible que Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine se parlent ? Pour l'instant, alors pendant très longtemps, Zelensky ne voulait pas parce qu'il est agressé. C'est quand même la Russie qui a commis les crimes de guerre. Mais une fois encore, s'il veut arrêter la guerre, ça sera pas avec les Européens qu'il arrêtera la guerre. Ça sera avec les Russes. Donc, je veux dire, on fait toujours la paix avec son ennemi, pas avec ses alliés. Donc, un jour ou l'autre, il faudra, si Zelensky veut être maître de son destin, c'est avec la Russie qu'il doit parler, pas uniquement avec les Européens. Et qu'est-ce que pourrait lâcher, entre guillemets, l'Ukraine pour pouvoir instaurer un cessez-le-feu, ou en tout cas une paix le cessez-le-feu, c'est un peu ce qui avait été d'ailleurs admis finalement par Zelensky lui-même en avril 2022. Un cessez-le-feu et on rediscute des questions territoriales plus tard. C'est-à-dire que la Russie garde les territoires qu'elle a conquis. C'est illégal, c'est immoral, mais une fois encore, il n'y a pas d'autre scénario réaliste. Et donc, il faut faire avec les réalités. Quand vous échappez aux réalités, elles vous rattrapent. Dans cette équation, les États-Unis seraient exclus. Les États-Unis s'excluent d'eux-mêmes parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas s'en occuper, qu'ils ne veulent pas garantir cela. Pour Trump, la seule peur qu'il peut inspirer ou le seul respect qu'il inspire à Poutine suffira à Poutine pour respecter la parole s'il décide d'un cessez-le-feu. C'est pour cela qu'il s'est fâché quand Zelensky a remis en cause le respect que Poutine pouvait accorder à Trump, puisque pour Zelensky, Poutine ne respecte rien. Et Trump s'est fâché en disant si moi il me respecte, il ne respectait pas Biden, il ne respectait pas Obama, mais moi il me respecte. Donc c'est le pari que fait Trump. Qu'en est-il des pourparlers entre Moscou et Washington qui ont débuté en début de semaine dernière ? Le dossier ukrainien donc ne sera peut-être plus sur la table des négociations. Qu'est-ce qui est en jeu ? Il sera toujours sur la table des négociations parce que c'est vraiment là que ça se règle. Et donc on parle toujours d'un éventuel sommet en Arabie Saoudite, qui est un allié très proche et de Moscou et de Washington, et avec un prince héritier qui veut jouer un rôle diplomatique de plus en plus important. Et donc, il serait... je veux dire, le risque, c'est qu'il y ait une paix d'une guerre européenne qui soit décidée dans un pays du Golfe par la Russie et les États-Unis. Merci beaucoup, Pascal Boniface.